Bonjour, bienvenue sur Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dac, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. En parallèle de ce podcast, et également sous le nom de Leçon de Victoire, HLX propose une offre de modules d'auto-coaching audio-guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle. Rendez-vous sur le site leçondevictoire, toutattaché.com pour voir en détail comment nous aidons les femmes à dépasser les difficultés qu'elles rencontrent au travail et à se réaliser pleinement. Ça, c'était nous. Et vous qui écoutez le podcast Leçon de Victoire, vous avez un rôle très important si vous aimez ce que vous entendez, celui de faire rayonner ce podcast. Parlez du podcast Leçon de Victoire autour de vous. Commentez et notez cet épisode avec les fameuses 5 étoiles qui permettent d'inspirer encore plus de femmes, de les guider dans leur évolution professionnelle, de leur signifier qu'elles ne sont pas seules à rencontrer des difficultés dans leur carrière de femme et de leur soumettre des comportements inspirants. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Moi, je pense qu'on gère des déséquilibres. Je crois pas trop à l'équilibre vie privée, vie professionnelle qu'on nous vante dans tous les magazines féminins. Moi, je pense qu'il faut surtout apprendre à gérer des déséquilibres et à l'assumer, en fait. Le lieutenant-colonel Bouette est une des rares femmes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Elle en est le porte-parole depuis 1 an et dirige le bureau communication. Claire Bouette a intégré Saint-Cyr en 2001, après être entrée au lycée militaire à 17 ans. Elle est officier des armes et a choisi de servir dans les armées du génie. Sa trajectoire de commandement l'a emmenée en opération extérieure, puis, après avoir été commandant d'unité, elle a occupé un poste en administration centrale avant d'intégrer l'école de guerre, passage obligé sur concours pour servir dans des fonctions de haut niveau. Mes précédents échanges avec le monde militaire m'avaient passionné. Ils m'avaient démontré que les hommes et les femmes qui s'engagent dans l'armée évoluent dans un système bien différent du monde civil et ils ont donc une approche particulière dans beaucoup de domaines. J'attendais avec impatience d'écouter des réponses à des questions comme quand on habite sur son lieu de travail, quand on travaille avec un système de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comment aborde-t-on la question de l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle ? Quand on évolue dans un univers masculin, comment fait-on en tant que femme pour se faire intégrer, pour se faire respecter, pour inspirer la confiance ? Ce sont des réponses confiantes, sereines, assumées, qu'a livré Claire Bouette au micro du podcast Leçon de Victoire. Notre échange nous a amené à aborder le sujet de la prise de poste, de l'importance des insignes comme gage pour la crédibilité, des stratégies mises en place pour intégrer un monde d'hommes qui évolue avec l'âge, de l'autocensure des femmes sur leurs ambitions. Je vous laisse entrer dans l'univers militaire et la trajectoire rôle modèle du lieutenant-colonel Bouette. Bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour Perrine. Je voulais commencer cette interview par vous demander ce que vous vouliez faire comme métier plus tard quand vous étiez enfant. Alors ça c'est amusant parce que moi depuis toute petite j'ai toujours voulu être militaire. J'ai jamais rêvé autre chose. J'ai jamais voulu être infirmière. J'ai jamais voulu être maîtresse d'école. Jamais. Moi j'ai toujours voulu être militaire. Donc c'est un petit peu surprenant, mais depuis toute petite c'est le métier que je voulais exercer. Votre famille, il y a des exemples de militaires dans votre famille ? Oui, alors mon papa est lui-même militaire, mais il a servi dans l'armée de l'air. Et moi, j'ai toujours voulu être militaire dans l'armée de terre.
Ah oui, donc dans l'armée de terre, vous saviez. Ah oui, oui, toujours. Donc vous avez, vous le dites tout de suite, fait des études pour devenir militaire, c'est-à-dire? Oui, alors très tôt, j'ai voulu rentrer en lycée militaire. Donc initialement, mes parents étaient plutôt opposés. Et puis j'ai un frère d'1 an de plus que moi. Donc lui, après sa terminale, il a voulu rentrer en prépa dans un lycée militaire. Mes parents ont dit oui, alors qu'ils me le refusaient depuis la seconde. Donc j'en ai profité, je leur ai dit s'il y va, j'y vais aussi. Et je suis partie faire ma terminale dans un lycée militaire. Et puis derrière 2 années de prépa, et puis le concours de Saint-Cyr, et puis voilà, l'aventure était lancée. Aujourd'hui, si vous vous retrouvez en réunion avec plein de personnes que vous ne connaissez pas, chacun se présente à son tour, arrive votre tour, comment est-ce que vous vous présentez? Je me présente très simplement, lieutenant-colonel Bouette. Alors, même si que ce soit dans le milieu militaire ou dans le milieu civil, les gens nous regardent souvent différemment. Donc, par exemple, en tenue civile, je suis officier de l'Ordre national du mérite. Je porte mon Ordre national du mérite sur mes tenues civiles. Parce que les gens n'imaginent pas forcément, donc je le porte. En tenue militaire, je porte mon brevet de l'école de guerre, parce que les gens n'imaginent pas forcément, donc je le porte. Voilà, c'est des petits détails, mais j'y suis assez attachée. Les détails, ils représentent quoi pour vous? Ça représente quoi pour vous, justement, ces insignes? C'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'un accomplissement, c'est une réussite, c'est un grade? Alors c'est le fruit d'un travail, évidemment. Je vais pas dire que c'est un gage de crédibilité, mais presque. En fait, moi je me rends compte que la confiance des gens ne m'est jamais acquise, donc il faut apporter des gages. Et le grade, c'est un gage. Les insignes, les décorations, les brevets, ce sont des gages. Donc je les porte parce que les gens, sinon, se posent systématiquement la question. Qu'est-ce qu'elle a fait? D'où elle vient? Est-ce qu'elle est bien au bon endroit? Donc voilà, moi, j'évite qu'on me pose la question. C'est voilà, comme je dis souvent, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Donc comme ça, ça met un terme à tous les débats. Donc moi, je sais pas lire votre uniforme, mais aujourd'hui, je saurais vous décrire sans que vous ouvriez la bouche. Voilà, c'est ça. D'accord, si je savais lire cet uniforme. Voilà. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas. Si je vois le bleuet de France aujourd'hui. Alors oui, le bleuet de France, c'est important parce qu'on est au mois de novembre. En plus, le statut de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est assez particulier, puisque on est une unité de pompiers militaires. On est les seuls avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille. Et donc, on tient à notre statut militaire, et le fait de porter le bleuet, oui, c'est un rappel de ce statut, de cet état militaire. Ok. Effectivement, peut-être qu'il faut repréciser que vous êtes pompier, mais vous êtes pompier de Paris, ça vous le dites, et c'est la brigade des pompiers de Paris, et c'est militaire. On est dans un territoire militaire, Alors, on est dans un territoire militaire, un ADN militaire, une culture militaire. Après, on est dans une très grande unité de pompiers, puisqu'on est la 3e unité au monde et la première unité en Europe. Mais on est très 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 attaché à notre état militaire. On fêtera l'année prochaine les 210 ans de la création du corps des pompiers de Paris par Napoléon. C'était en 1811, suite au tragique incendie de l'ambassade d'Autriche qui avait un petit peu viré au fiasco. Et donc Napoléon a tapé du poing sur la table en décrétant que pour défendre Paris, il lui fallait des militaires. Donc c'est plus de 200 ans d'histoire et c'est un ADN qui est ancré en chacun des pompiers de Paris. Professionnellement, aujourd'hui, c'est quoi votre enjeu, votre objectif? Pourquoi vous vous levez le matin? Alors, en fait, je sais jamais pourquoi je me lève le matin, parce qu'à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, il n'y a pas une journée qui ressemble à ce qu'on aurait pu imaginer le matin en se levant. Donc, je me lève, je vais pas dire pour l'aventure, mais chaque jour apporte son lot de, j'allais dire de surprises. Maintenant, effectivement, je suis porte-parole de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, donc mes missions, évidemment, c'est de porter la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dans ses missions, dans ses réalisations, dans tout ce qu'elle fait au quotidien. Et c'est un enjeu important et très stimulant et motivant au quotidien.
J'ai compris que vous avez beaucoup de projets que vous menez en parallèle. Vous pouvez en citer quelques-uns actuels? Oui, alors la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'est une intervention toutes les minutes. Donc évidemment, il y a des relations avec les médias qui sont très nombreuses, à la fois pour parler de sujets opérationnels, d'actualité, donc un gros feu, une grosse intervention. Évidemment, pour ça, on est en interface directe avec les médias. On a aussi la gestion de nos réseaux sociaux, puisqu'on est présent sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Donc tout ça, ça nous occupe pas mal. La communication interne avec un magazine qui sort tous les 2 mois et une newsletter mensuelle. C'est important aussi. Il faut jamais négliger l'interne dans sa communication. Et puis après, des projets à plus long cours, donc des immersions pour des reportages longs dans les médias, des sujets dans le domaine de l'édition, des romans, des BD, mais aussi dans le domaine de l'audiovisuel, des séries, des films. Enfin oui, le panel est large. Et vous avez une équipe qui vous accompagne? Oui, alors j'ai la chance d'avoir une équipe d'une 40aine de personnes et avec un système de garde, donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J'ai un photographe, un caméraman et un officier communication qui sont de garde. Et puis surtout une grande autonomie dans nos moyens de production, donc ce qui nous permet de pouvoir faire pas mal de choses. Est-ce que vous avez un rôle modèle dans votre carrière? Ouais, je pense que j'ai un rôle modèle. Alors ça date, je pense que c'était pendant la guerre de Yougoslavie, Kosovo, je sais plus exactement, mais à cette époque-là, les armées avaient une porte-parole qui était à Sarajevo, et tous les soirs, elle intervenait dans le journal de 20h, je me rappelle très bien d'elle, et je regardais le journal de 20h, je suivais ses actualités, et je me disais, mais plus tard, c'est ça ce que je veux faire. Voilà. Et je pense que cette femme, que j'ai jamais rencontrée d'ailleurs, qui était officier de marine, oui, a sans doute constitué un de mes rôles modèles, ouais. Et aujourd'hui, vous diriez que vous alliez, alors dans l'armée, j'imagine qu'on a des alliés avec une autre signification que dans le civil, mais vous alliez au quotidien, c'est qui? Mes alliés au quotidien, c'est tous les gens avec qui je travaille. Enfin, moi, je travaille pas, je travaille très peu dans la défiance. Donc, tous les gens avec lesquels je travaille au quotidien, je considère qu'à partir du moment où on a des projets en commun, on est alliés d'une certaine façon. Alors, ça se passe pas toujours aussi bien qu'on le voudrait, mais je travaille pas dans la défiance. Et avec votre hiérarchie, quels sont les rapports? Alors, ils sont très fréquents, très directs, parce que la communication, évidemment, c'est une fonction stratégique. Donc, j'ai un accès, évidemment, direct au général commandant la brigade. Les rapports sont très, très bons. Très, très bons. J'ai jamais ressenti la moindre difficulté. Et les rapports sont vraiment bons, ouais. Il y a pas de problème. Vous êtes à ce poste depuis combien de temps? Alors, je suis arrivée à la brigade il y a un petit peu plus d'1 an et j'occupe la fonction donc de chef du bureau communication depuis le 15 juin. Et avant, dans la brigade, vous aviez quel poste? Alors, la première année à la brigade, en fait, elle a été, comme j'arrivais de l'extérieur, elle a surtout été consacrée à ma formation, mon acculturation, puisque j'ai suivi tout le cursus de formation des pompiers, parce qu'évidemment, on peut pas parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc j'ai eu plusieurs mois de formation pour gravir tous les stades, tous les échelons opérationnels et maîtriser l'ensemble du spectre à la brigade sapeurs-pompiers de Paris. Donc ça veut dire que votre plan de carrière, en tout cas sur cette échéance, était déjà tracé. Quand vous êtes arrivé à la brigade, c'était pour prendre le poste que vous occupez actuellement? Oui, tout à fait, oui. D'accord, donc votre parcours était tracé, vous saviez que vous alliez pas rester en cours de route, formé en bas de l'échelle, en haut de l'échelle des pompiers, etc. Donc non, j'arrivais, j'avais 1 an d'acculturation et de tuilage avec mon prédécesseur, et puis ensuite je savais qu'au bout d'une année, je prendrais les fonctions de chef du bureau communication. Une question qu'on pose à toutes nos invités, quel est le succès professionnel dont vous êtes le plus fier? Alors ça,
Le succès professionnel dont je suis le plus fière. Franchement, je sais pas. Ou le projet qui vous a tenu le plus à cœur, l'aboutissement, En fait, alors, je crois que chacun de mes projets me tient à cœur. Je dirais peut-être la réussite au concours de l'école de guerre parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes peut-être qui se censurent par rapport à ce concours, qui le présentent pas ou qui parce qu'elles s'en sentent pas capables. Et bon, en fait, moi, j'ai choisi de présenter le concours. Je l'ai obtenu et c'est quelque chose qui est vraiment dimensionnant dans nos parcours d'officiers, puisque à partir du moment où on est breveté de l'école de guerre, on bascule un petit peu dans une autre dimension et ça nous ouvre des perspectives très très intéressantes. Et ça, oui, je crois que ça a été un vrai tournant dans ma carrière. C'est un concours difficile à obtenir. Vous saviez quels sont le pourcentage d'officiers qui accèdent? Oui, alors c'est un concours difficile à obtenir. Cela dit, il n'est pas plus difficile pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes, que pour mes camarades. Voilà, donc oui, c'est un concours difficile. Mais en tout cas, moi, je me suis jamais mis d'obstacle par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous a permis justement de pas vous mettre d'obstacles? Est-ce que c'est votre éducation? Est-ce que c'est des exemples qui vous ont montré qu'il fallait pas s'en mettre? Alors, ce qui m'a permis de pas me mettre d'obstacles, en fait, je crois qu'il faut pas faire les choses à moitié. Et quand on s'engage dans quelque chose, il faut le faire à fond. Et donc, c'est ce que j'ai fait quand j'ai préparé ce concours. Et je crois qu'on se trompe quand on s'imagine qu'on peut préparer ce genre de concours sans que ça empiète sur sa vie privée, sur sa vie personnelle. Moi, j'ai passé, je me rappelle, tous les samedis matins, je partais faire une épreuve sur table que je m'imposais, évidemment, hein, personne me demandait de le faire, mais tous les samedis matins, au lieu de rester chez moi, de profiter de ma fille, je partais, je faisais des épreuves sur table, je faisais donc oui, il faut laisser à ces enjeux-là la place qu'ils doivent avoir dans nos vies si on veut se donner les moyens de réussir et tenter quelque chose comme ça en se disant je me contenterai de préparer le concours sur mes heures de travail. En fait, c'est une erreur, ça fonctionne pas. J'imagine que dans votre vie au quotidien, de toute façon, les heures de travail, les heures perso, c'est à la fois une organisation et en même temps un peu mélangé, non? Parce que vous habitez sur votre lieu de travail, vous êtes avec des systèmes de garde, donc j'imagine que c'est jamais fixe. Oui, alors c'est sûr que tout ça est très mélangé et le fait de vivre sur son lieu de travail fait qu'on y passe beaucoup de temps, mais ça a aussi des avantages. Ça a aussi des avantages. Donc non, je trouve que en fait je pense qu'il faut arrêter de se leurrer. Je rigole toujours quand je lis les magazines féminins où on nous explique que telle personne gère à merveille sa vie professionnelle, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. En fait, on passe notre temps à gérer des priorités. En fait, l'équilibre, je pense que c'est illusoire de faire croire que cet équilibre il existe. En fait, on passe notre temps à jongler, à gérer des priorités, et les priorités, on se les fixe soi-même. Donc c'est l'équilibre de l'instant présent qui est déséquilibré et à rééquilibrer l'instant d'après. On est d'accord. C'est un équilibre du déséquilibre. En fait, moi je pense qu'on gère des déséquilibres. Je crois pas trop à l'équilibre vie privée, vie professionnelle qu'on nous vante dans tous les magazines féminins. Moi je pense qu'il faut surtout apprendre à gérer des déséquilibres et à l'assumer en fait. Oui, le ménage de mon appartement aujourd'hui est peut-être pas absolument nickel. Bon, est-ce que c'est grave? Non, parce que ce matin, j'ai pris le temps de faire des tresses africaines à ma fille et elle était très contente. Donc c'est pas grave si le bol du petit déjeuner est resté dans l'évier. Enfin bon, bref, mais il faut juste l'assumer en fait. Et moi, je suis assez décomplexée par rapport à tout ça et je le vis bien. Donc voilà, j'ai pas de problème avec ça. Au cours de votre parcours professionnel, donc dans l'armée, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières liées au fait quand même que vous étiez une femme?
Oui, sans doute, oui. Oui. Après, moi, je suis pas dans la logique du bouc émissaire et en fait, c'est vrai que les premières années, on veut surtout pas faire remarquer qu'on est une femme parce qu'en fait, on veut s'intégrer dans un monde qui est essentiellement un univers masculin, donc on veut surtout pas rappeler qu'on est quand même un petit peu différente. Aujourd'hui, je pense que j'ai évolué et aujourd'hui, j'assume tout ça sans problème. Il m'est arrivé de sortir de réunion parce que la personne qui présidait la réunion avait commencé en disant messieurs bonjour. On était 10 autour de la table. En début de carrière, j'aurais surtout rien dit. Parce que j'étais dans une logique de vouloir absolument m'intégrer à ce monde dont je ne faisais pas nativement partie. Donc en début de carrière, j'aurais surtout rien dit. Bon, maintenant, je suis arrivée à un stade de ma carrière où j'ai suffisamment d'expérience, de recul par rapport à tout ça et de maturité pour dire, écoutez, je vais vous laisser entre hommes. Et en général, on se rend compte que c'est plutôt une maladresse et les gens se reprennent. Mais maintenant, c'est le genre de choses auxquelles, oui, je fais attention. Je suis dans un milieu d'hommes, mais quand on dit bonjour messieurs, j'ai l'impression qu'on dit bonjour à tout le monde sauf à moi. Donc maintenant, je fais attention à ce genre de choses. Oui. Vous connaissez la part des femmes dans l'armée à votre grade? Alors, la part des femmes. Alors, ou dans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris aussi. Alors, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est pas un exemple parce que il y a que 3% de femmes. Donc, c'est quand même très, très peu. Dans l'armée de terre, on est plutôt autour de 12%, avec quand même des disparités en fonction des grades, mais on est globalement autour de 12%. Mais c'est vrai que à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, il y a des femmes partout, il y a des femmes en compagnie d'incendie, il y a des femmes dans des spécialités, on a des maîtres chiens, on a des plongeurs, on a des femmes qui sont commandants d'unités, voilà. Mais c'est un processus qui prend du temps et je veux pas dire que c'est un combat de tous les jours, mais en tout cas, c'est un processus auquel il faut être attentif. Est-ce que vous avez l'impression de contribuer positivement à essayer de rétablir un peu plus peut-être de part de femmes? Oui, alors la particularité compte tenu de mes fonctions, c'est que j'ai une certaine forme de visibilité. C'est-à-dire que on me voit prendre la parole dans les médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la télé. Donc le fait d'être visible, évidemment, ça joue un rôle parce que je crois que les femmes très souvent s'autocensurent dans ce qu'elles imaginent qu'elles peuvent faire. Et parfois, il suffit juste de voir quelqu'un porter cette tenue-là et pour se dire, mais en fait, si elle l'a fait, moi, je peux le faire aussi. Et donc, dans ce sens-là, oui, je pense que je contribue un petit peu. Mais alors, c'est assez amusant parce que quand je suis arrivée à la brigade, il y a quand même une forme de représentation intellectuelle sur intervention. Les pompiers qui me croisaient me disaient toujours bonjour docteur. Et oui, parce qu'une femme lieutenant-colonel dans leur imaginaire collectif, c'était forcément un médecin. Et donc je disais non, je suis pas docteur. Voilà, et ça arrivait de façon vraiment systématique, c'était drôle. Alors maintenant voilà, après plus d'1 an, les gens me connaissent, donc les gens ne se trompent plus, mais c'était assez amusant au début. Ouais. Est-ce que vous avez des actions vis-à-vis des nouvelles générations pour justement leur montrer que, alors déjà le rôle des sapeurs-pompiers de Paris en général, et puis aussi que de la présence des femmes, de la possibilité pour les femmes d'embrasser cette carrière-là? Oui, alors les sapeurs-pompiers de Paris sont très engagés dans un certain nombre de dispositifs jeunesse, donc ça nous permet d'avoir un accès à cette frange de la population, à leur expliquer ce qu'on fait, nos missions, à permettre à certains d'entre eux de nous rejoindre dans le cadre d'un contrat de volontaire service civique ou ce genre de choses. Donc oui, on a beaucoup de contacts avec les jeunes, et parmi les jeunes qui nous côtoient au travers de ces différents dispositifs, il y a beaucoup de jeunes femmes. Alors après, elles ne s'engagent pas toutes à la brigade de sapeurs-pompiers derrière, parce que c'est quand même, je pense qu'elles prennent conscience que c'est un engagement qui est quand même pas facile. Mais parmi celles qu'on côtoie dans le cadre des dispositifs jeunesse, il y en a un certain nombre qui s'engagent derrière.
C'est quoi l'avantage d'être une femme, militaire, pompier? Alors, je dirais que l'avantage d'être une femme, c'est que les gens parfois nous prennent pas au sérieux. Et donc on nous prend pas au sérieux, donc on nous voit pas venir. Et parfois c'est pas mal. Après dans les unités opérationnelles, le fait d'être une femme, ça permet sur certaines interventions, des interventions avec des enfants, peut-être parfois d'ajouter un petit peu d'empathie, d'humanité. En tout cas, à mon avis, ça contribue à créer un équilibre un petit peu différent dans un camion, dans un équipage. S'il y a une femme sur les 3 ou sur les 6, je trouve que ça crée un équilibre qui est un petit peu différent. Ça met une ambiance particulière probablement aussi. Oui, alors ça met une ambiance un petit peu différente. Et moi j'y vois que des avantages. En fait, tout ne se limite pas à la force physique, et le fait d'être dans un environnement où le taux de testostérone est très élevé, on se rend compte que parfois, parfois ça fait passer la force avant la réflexion, et le fait d'avoir quelqu'un qui a des capacités physiques parfois un petit peu moindres, ça oblige à trouver des solutions parfois innovantes, et finalement je trouve que ça donne davantage d'équilibre en fait. Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie de femme et vie de femme militaire qui ont été quand même plus compliqués à gérer que d'autres? Oui, il y a toujours des moments qui sont compliqués, mais je crois que c'est surtout des choix. Bon, je me rappellerai le jour du premier anniversaire de ma fille, j'étais pas là. Alors je me suis dit sur le coup, c'est son premier anniversaire, je suis pas avec elle. Bon, et après, en vrai, tous les moments que j'ai passés avec elle, j'en ai profité à fond. Alors, est-ce que ce qui compte, c'est d'être là le jour de son premier anniversaire, ou il faut juste accepter de vivre avec ça et prendre beaucoup de distance avec le jugement que la société peut porter là-dessus, parce qu'en fait, je trouve que la société, elle est plutôt assez dure avec les femmes, et va très facilement porter un jugement. À partir du moment où on réussit à s'affranchir de ça, je trouve qu'on se sent beaucoup plus léger en vrai. Mais ça demande du travail, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé savoir plus tôt dans votre carrière? Est-ce qu'on vous avait pas dit et que vous avez découvertes et vous dites, faut vraiment que je le dise aux autres? Parce que moi, je l'ai appris tellement tard que ça m'a porté préjudice, ou ça m'aurait aidé de le savoir plus tôt. Je crois que si on m'avait dit plus jeune qu'il fallait pas tolérer certaines choses, il y a beaucoup de choses que j'ai tolérées étant jeune, parce que j'étais dans cette logique de il faut que je me fasse accepter, et donc c'est un milieu d'hommes, et donc pour me faire accepter, il faut jamais que je rappelle aux autres qu'en fait je suis une femme, et donc ça nous pousse à tolérer beaucoup de choses, de remarques, que maintenant je tolère plus en fait. Et je me rends compte a posteriori que pendant des années j'ai toléré des choses que dès le début j'aurais pas dû tolérer. Vous le diriez aujourd'hui aux jeunes femmes? Ouais, je le dirais assez facilement aux jeunes femmes, même si je sais aussi que quand on est plus jeune, moins gradé, c'est pas facile de dire avec un petit peu d'assurance à quelqu'un non, de pas parler comme ça, ou de pas faire ce genre de remarques, ou voilà. Est-ce que comment on les appelle, vos équipes, dans vos troupes? Non, c'est ça, dans vos troupes. Est-ce que vous avez déjà remarqué justement des plus jeunes femmes qui ont cette force, cette capacité à pas se laisser marcher dessus, ou à pas se fondre dans la masse? Vous en avez déjà remarqué? Franchement, non. Pas chez les toutes jeunes. Parce que ça demande encore une fois de la maturité. Il faut aussi qu'on fasse ses propres expériences, et qu'on réalise que finalement, on n'est pas plus mauvaise, ou on n'est pas plus... Mais ça prend du temps. Et en fait, une fois qu'on a acquis cette confiance,
qui est pas inné, hein, parce qu'en fait tout contribue en permanence à nous faire douter de ça. Donc une fois qu'on a acquis cette confiance et qu'on se sent bien dans ses baskets, qu'on fait pas de complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité. Alors supériorité, j'en ai rarement vu, hein, mais souvent des complexes d'infériorité, on se met des barrières, on s'auto-censure. Mais une fois qu'on a surmonté tout ça, en fait, ça se passe bien, mais ça prend du temps. Donc ce que vous dites, c'est que finalement, cette recette que vous avez, que votre conseil, c'est à chacun de l'appliquer une fois qu'ils se sent mûrs pour le faire. C'est presque impossible à appliquer depuis le départ. Moi, je pense que c'est impossible à appliquer depuis le départ. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre conseil qui serait applicable dès le début? Alors, dès le début, moi, je dirais oui. Enfin, vous avez votre place. Donc, ne vous sentez pas inférieur. Ne vous mettez pas de limites, parce qu'en fait, les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se fixe à soi-même. C'est possible, on peut le faire, on est nombreuses à l'avoir déjà fait, et si on veut le faire et qu'on s'en donne les moyens, c'est possible. Vous vivez là où vous travaillez, vous vivez avec des horaires décalés, potentiellement j'imagine que un grand événement la nuit, vous levez. Comment est-ce que vous arrivez à vous ressourcer? Alors moi je crois que tout ça me dope un peu en fait. Donc moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être dans l'action, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'avoir toujours des projets, des objectifs, en fait, moi, c'est ça qui me stimule, et c'est vrai que quand j'étais en congé maternité, rapidement, j'ai tourné en rond quand même. Hein. Voilà, les vacances, j'aime bien, mais il faut que je sois très occupée aussi, parce que rapidement. Donc moi, moi, je vis pas mon travail comme une contrainte, en fait. Donc oui, il y a de la fatigue, parfois de la fatigue physique, de la fatigue morale ou nerveuse, parce qu'on est aussi confronté à des choses qui sont pas faciles, mais on a aussi la chance de travailler en groupe. Nous, on a des équipes qui sont très soudées, et voilà, il y a pas un week-end où je passe pas à dire bonjour aux gens de chez moi qui sont de garde et qui passent leur week-end ici. Enfin voilà, c'est ça aussi qui donne de la force, c'est le groupe. Et beaucoup de femmes nous parlent du sport. Vous, le sport, il est intégré à votre métier. Vous continuez à faire de l'entraînement avec la brigade? Ouais. On a la chance. Alors d'abord, on a toutes les infrastructures qui permettent de faire facilement du sport. Alors ça, c'est aussi une règle qu'il faut se fixer en fait. Essayer de faire en sorte que le sport devienne pas la variable d'ajustement de son emploi du temps, parce qu'en fait, c'est trop facile. Donc oui, j'essaie de maintenir mes séances de sport, et puis parfois, je peux en profiter pour faire autre chose, pour lire en même temps, pour écouter la radio, enfin voilà. Mais encore une fois, c'est une question de choix, et je me force à pas faire du sport la variable d'ajustement de mon agenda. Est-ce que vous êtes optimiste sur la place des femmes dans la société et dans l'armée en général? Oui. Moi, je suis d'un naturel optimiste, mais moi, je trouve que ça change, je trouve que ça progresse. Alors après, je crois pas aux objectifs. Il s'agit pas de féminiser pour féminiser. Il s'agit pas d'atteindre la parité, je veux dire, en termes de représentation, parce que ça n'aurait pas de sens. Mais je trouve que les femmes peuvent vraiment apporter quelque chose à nos métiers, de la sécurité, de la défense. On a vraiment notre pierre à apporter à l'édifice, et moi je trouve que ça évolue dans le bon sens. Je trouve que la gendarmerie d'ailleurs est très en avance dans ce domaine-là, beaucoup plus que l'armée de terre, et donc il n'y a pas de raison que nous on n'y arrive pas non plus. Donc ça se fera à notre rythme, mais ça va se faire. Moi j'ai aucune illusion là-dessus. Votre prochain défi professionnel à vous, c'est quoi? Mon prochain défi professionnel. Alors, arriver à la brigade, c'était déjà un gros défi, parce que j'ai dû quand même tout réapprendre, puisque le métier que je fais aujourd'hui est quand même très différent de ce que je faisais auparavant.
Le poste de chef du bureau communication, c'est un poste qui est quand même un petit peu sensible, parfois un petit peu exposé. On peut rapidement servir de fusible. Donc moi, je viens un peu au jour le jour. Donc pour l'instant, je profite à fond de mon poste. Derrière, pourquoi pas un temps de commandement de groupement. Mais on verra demain. C'était ma dernière question. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire pour lesquelles j'ai pas posé de questions? Non, je crois que j'ai tout dit. Alors merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.